Eh bien, bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Claude Boudreau. Je suis le représentant technique qui s'occupe des ventes pour le Québec et l'Est de l'Ontario. Merci de vous joindre à nous pour ce webinaire qui est offert par ITM Université. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet très intéressant qui est l'utilisation de l'ultrason et des vibrations pour évaluer pour l'évaluation prédictive et préventive des équipements mécaniques. Nous vous demandons de bien vouloir couper le son de vos microphones. Durant la présentation, si vous avez des questions, posez-les via le chat, mais on va avoir une période de questions-réponses à la fin. Donc, s'il y a quelque chose qui vous passe dans l'idée, simplement envoyez ça dans le chat. Moi, de mon côté, je vais prendre en note les différentes questions qui vont rentrer. Et par la suite, ben, on va pouvoir poser des questions là, à Gilles là-dessus. ITM Instruments travaille en étroite collaboration avec SDT depuis de nombreuses années. Nous sommes fiers d'être un principal distributeur de SDT. Ceci est le résultat de notre engagement à vous offrir, de vous offrir notre expertise, notre service et nos prix compétitifs. Commençons le webinaire d'aujourd'hui qui va être présenté par Gilles Lantier. Gilles Lantier est le directeur de district de SDT Ultrason pour le Québec et les provinces atlantiques. Il a une longue expérience dans l'analyse de vibrations de IRD Mechanical, MTech IRD, Rockwell Automation et GE Bentley Nevada. C'est un analyste en vibration de niveau 3. C'est un spécialiste en ultrasons de niveau 2. Il donne des formations en vibration et analyse d'ultrasons au Canada et aux États-Unis depuis plus de 25 ans. Sur ce, je vais passer la parole à Gilles Lantier de SDT. Bonjour tout le monde. Pour ceux qui me connaissent, salut. On a commencé la présentation. C'est sur l'inspection mécanique. On parlait de roulement aussi, de la vibration, parce qu'on va utiliser le SDT 340 et plusieurs autres instruments que je vais vous présenter durant cette présentation. Premièrement, ça c'est moi. C'est Gilles Lantier, comme Claude a mentionné, directeur des ventes du Québec et Maritimes pour SDT. Vous voyez le 340 qui prend une mesure sur un moteur électrique. Ça, c'est moi, ça m'a l'air. Et maintenant, on va parler de ce que j'appelle la mécanalyse, c'est l'analyse mécanique. Les instruments SDT utilisent les ultrasons et la vibration pour diagnostiquer une variété de plans de machines. Dans cette présentation, nous allons démontrer l'utilisation de nos instruments pour diagnostiquer une variété de problèmes. On va le déséquilibre par la vibration, le jeu mécanique par l'ultrason et la vibration, le roulement par l'ultrason, la calculation par l'ultrason et la vibration, et les défauts d'engrenage par l'ultrason et vibration. Donc, il y a plusieurs roulements et ainsi de suite là-dedans qu'on fait des présentations avec, des cas historiques. Premièrement, je voudrais commencer par le début. Certains d'entre vous, c'est peut-être loin dans votre mémoire, un onde sinusoïdale comme celle-ci. OK? On appelle ça une onde temporelle. La forme d'onde temporelle est simplement un affichage étiré des vibrations d'une machine au fil du temps. Entre-temps, il s'agit de tracer de vibrations ou d'amplitude ultrasonore par rapport au temps. La forme d'onde temporelle affichée est le résultat d'une oscillation complète, un cycle de vibration généré par une révolution complète du déséquilibre. L'axe horizontal est le temps. Donc, voici un cycle complet, c'est jusque-là, il y a un autre cycle là, il y a un autre cycle là, ainsi de suite. Ça, c'est mesuré en secondes. D'accord? Ça, c'est il faut comprendre la base, et ça, c'est la base de toute l'ultrason vibration mécanique. Dans la vibration, on a plusieurs unités de mesure. Le déplacement, qui mesure en millième de pouce ou micron, de 0 à 600 CPM ou de 0 à 10 Hz pour les basses vitesses, aussi pour le balancement. La vélocité qui est pour la vitesse, qui mesure en pas secondes, millimètres secondes de 600 à 100 000 CGS ou de 10 à 2 kHz. Ça, on utilise la vélocité pour l'indicateur de sévérité. L'accélération qui est une mesure en G, qui est tout en haut de 120 000 CPM. On utilise ça pour regarder les roulements, les engrenages et tout ce qui est à haute fréquence. Et finalement, l'ultrason qui est en dB microvolts, c'est l'énergie ultrasonique centrée à 40 kHz, c'est une bande passante de 4 kHz, 2 kHz de low band, 36, 38 à 40, ainsi de suite. C'est utilisé pour les roulements, les engrenages, pour les fuites d'air, pour la lubrification, etc. Donc, on va regarder toutes ces choses-là, mais c'est quand même la base. Donc, c'est un petit cours de vibration en même temps. Donc, premièrement, l'ultrason, c'est quoi? La friction,
les impacts, la turbulence et les décharges partielles. L'ultrason est généré par quoi? La friction, les impacts, la turbulence et aussi les décharges partielles. Mais nous autres, on peut surtout regarder la friction et les impacts dans le cadre de cette présentation. On ne regardera pas vraiment la turbulence et les décharges partielles, c'est sur nos présentations. Je ne sais pas si vous avez vu ça avec le PF. En anglais, c'est potential failure, puis F, c'est functional failure. Donc, l'ultrason, il va commencer à lire avant toutes les autres unités de mesure. Donc, l'ultrason va voir le problème ici. Éventuellement, ça va se retrouver en vibration. Éventuellement, ça va être dans le son audible. Ça va recommencer la vidéo. On voit aussi le moteur quand ça passe à travers ses phases. Vibration, son audible, chaleur, après ça, jerking, ça c'est temps d'aménager, puis c'est fini. Ça, c'est typiquement ce qui arrive sur une machine. Donc, on va regarder l'ultrason et les vibrations. Pour ceux qui ont déjà vu ça, c'est un roulement. Quand on a un accéléromètre ou un capteur dessus, par-dessus, le roulement vibre, ça fait comme un effet ressort. Quand la masse et le ressort montent, ça fait un onde temporel qu'on a vu, une forme sinusoïdale. Ça fait une sinusoïdale, ça se transforme, c'est ça qu'on appelle un spectre, un sortie. Donc, ça donne le temps. Le temps inversé, ça donne la fréquence, un sortie, qui donne un amplitude. Donc, j'ai l'amplitude ici, et ça me donne la fréquence. Donc, l'onde temporelle, d'habitude, c'est pas une belle chose comme ça. C'est quelque chose qui mélange toutes sortes de problèmes. Le procédé FFT décompose l'onde temporelle pour donner des fréquences. Durant cette présentation, on va présenter beaucoup d'ondes temporelles et beaucoup de spectres. J'espère que certains d'entre vous, vous savez c'est quoi, parce que la présentation va être sur tous ces types d'analyse de signal. Donc, premièrement, le déséquilibre. C'est la chose la plus commune qu'on a en vibration. La déséquilibre est la source la plus fréquente de vibration indésirable. L'érosion et la saleté sont les causes les plus courantes. Il suffit de nettoyer un bassin pour parfois corriger le problème. Vous pouvez seulement dégager le déséquilibre en utilisant la vibration. On ne va pas le faire en ultrason. Les déséquilibres sont causés seulement une fois la vitesse de rotation, une fois RPM. Le rapport d'amplitude entre une fois par doit être 5. Un rapport de quoi? Entre horizontal et vertical. Normalement, en vibration, on peut prendre une lecture horizontale et verticale et axiale. Moi, je les prends surtout en horizontal, puis quand j'ai un problème, je les prends HVA. Donc, quand j'ai mon lecture HVA, on peut voir ici les deux formes temporelles. Et je ne sais pas si vous connaissez que dans une forme temporelle, on a 360 degrés, ici étant 186, ici 90 degrés. On voit qu'il y a un déphasage de 90 degrés. Normalement, entre l'horizontale et verticale de lecture de phase, qu'on appelle, quand on compare les ondes temporelles d'une lecture à l'autre, lui donne ce qu'on appelle un déphasage. C'est normal d'avoir un déphasage de 90 degrés entre l'horizontale et verticale. C'est comme ça qu'on fait pour confirmer un problème de déséquilibre. Donc, premièrement, sur la spectrale de vibration, un gros pic à la vitesse de rotation. On peut voir ces 0,7 pouces par seconde ici. Et on regarde s'il y a d'autres fréquences associées à ça. Et ça nous dit c'est quelle sorte de problème que c'est. On peut tout le temps diagnostiquer avec ça et ça. On continue. L'autre problème très commun, c'est le jeu mécanique. Le jeu mécanique est une condition qui répond à d'autres problèmes mécaniques. Et en soi, n'est pas une force de vibration. En fait, il existe certains types de machines qui ne sont même pas boulonnés à la fondation, mais plutôt assis sur des coussins élastométriques. Le niveau d'intolérance pour le mauvais alignement, le délai et d'autres problématiques sont généralement environ un tiers de ce qu'il serait pour une machine qui est boulonnée. Pour juste généralement des harmoniques de vitesse de rotation. Donc, exemple de ça, supposons qu'on a un ventilateur sur un toit. Okay? On ne veut pas que la vibration du ventilateur se rende sur le toit cabane, donc on met des amortisseurs ou des ressorts. Le moment qu'on met ça sur des ressorts ou des coussins élastrométriques, on donne une tolérance plus haute à la vibration parce que normalement, sur ça, ça va rebondir plus que ça. Donc, au lieu d'être 0,3 pour seconde, ça pourrait pas être 0,5 ou 0,6 pour seconde parce que c'est sur des coussinets. Encore, on voit l'onde temporelle qui apparaît ici et vous voyez qu'elle est déformée un peu, qui nous donne nos impulsions. Et voici, c'est quasiment un onde carré. Et le problème, le procédé FFT va automatiquement transformer une onde temporelle comme ça en harmonique. Un harmonique, c'est simplement un multiple d'une fréquence fondamentale. Fréquence fondamentale, dans ce cas-ci, c'est la vitesse de rotation. J'aurais une fois, deux fois, trois fois et quatre fois. Vous avez la même chose aussi, une fois, deux fois, trois fois et quatre fois. Quand on voit les harmoniques de la vitesse de rotation
Normalement, on pense jeu mécanique. Il y a quelque chose de lousse sur ma machine. Pas plus compliqué que ça. On continue. Là aussi, le jeu mécanique peut être aussi rencontré dans l'ultrason. Tandis que le débalancement, on ne peut pas le voir, mais dans l'ultrason, on peut voir le jeu mécanique. L'ultrason peut également être aussi pour détecter le jeu mécanique. L'ultrason détecte la friction, les impacts insurgence. Donc, quand j'ai des impacts, normalement, c'est à cause que j'ai un jeu mécanique. Par conséquent, lorsque deux composantes de la machine sont lâches et se heurtent, nous pouvons les entendre les enregistrer. Donc, j'aurai encore mon spectral en ultrason spatial, en dB microvolts, avec des harmoniques. Et là, si on regarde sur l'onde temporelle, on peut clairement voir les impacts de l'onde temporelle. Comme je l'ai dit, durant toute la présentation, on va vous montrer des spectrales et les ondes temporelles parce qu'elles font des analyses de vibration d'ultrason, on utilise ça tous les jours. Donc, plus qu'on parle de roulement, on voit qu'est-ce qu'il y a dans un roulement. Premièrement, qu'est-ce qu'il y a dans un roulement? On voit qu'il y a une bague extérieure, une bague intérieure, deux, la cage comme telle qui tient tout ensemble et les éléments roulants. Chacun de ces composantes-là peut avoir une fréquence de défectuosité. En anglais, c'est celle BPFI, BPFO, BSF et FTF. BPFI, c'est Ball Pass Frequency Interface. En français, fréquence de la bague intérieure. BPFO, Ball Pass Frequency Outer Race. En français, fréquence de la bague extérieure. Ainsi de suite, ainsi de suite. Fréquence de la bague. Donc, toutes ces fréquences-là peuvent être calculées mathématiquement. Il y a 4 stages de défaillance dans un roulement. La formation sur vibration part toujours de 4 phases de défaillance. Premièrement, la friction qui monte, donc c'est l'ultrason qui monte. Les impacts aléatoires à haute fréquence. La fréquence de défaut de déroulement, la pression de désordre. 1, 2, 3 et 4. Voici les 4 phases de défaillance. L'ultrason, les 4 phases de défaillance. L'ultrason détecte les premiers stades de défaillance. Donc, avant qu'on le voie en vibration, on va voir le problème en ultrason. Ça nous donne une chance de lubrifier le roulement avant qu'il y ait un gros problème. Comme j'avais dit préalablement dans d'autres webinaires, que 75% des roulements vont en faute à cause qu'il y a un problème de lubrification. Donc, si on peut le détecter avec l'ultrason au début, le lubrifier correctement, on peut tout éviter les autres problèmes qu'il y a eu. Comment ça s'est trompé après que les défauts de roulement commencent à s'apparaître? L'ultrason chevauche, vibration et la communication est complémentaire. Normalement, dans un programme de maintenance préventive, on en a les deux. La vibration et l'ultrason. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire en ultrason qu'on ne peut pas faire en vibration. Et la même chose pour la vibration, on ne peut pas faire en ultrason. Aussi, les beaux diagrammes qu'on a fait pour voir des discussions. Comme l'étape 1, entre mots, moi, je vais pogner l'ultrason à haute fréquence. Ça va commencer à monter. On spectre, il est normal, il n'y a pas de bruit de date, OK? Deuxième étape. La résonance du roulement en fréquence naturelle, les compressions est présente entre 30 et 120 minutes. Donc, quand il y a une espèce de défaut qui commence à se former dans mon roulement, il y a un petit tic-tic-tic-tic qui se fait dans le roulement. Ce petit tic-tic-tic-là, c'est comme un petit marteau qui fait sur le roulement. Quand tu fais sur le mouvement comme un petit marteau de rien, ça va faire apparaître sa fréquence naturelle. La fréquence naturelle va être entourée de bandes latérales de la vitesse de rotation. L'ultrason augmente. On continue l'étape 3. Quand je commence à voir qu'on a vu préalablement le BPFO, le BPFI, et ainsi de suite, dans mon spectral, il faut changer le roulement. Ça, c'est des fréquences de défectuosité. Il y a un problème. Ça se peut aussi que le BPFO et le BPFI apparaissent que si le roulement a été mal installé. Mais quoi qu'il en soit, s'il est mal installé, on veut savoir aussi pour l'installer correctement ou le corriger au prochain arrêt. Les fréquences de défaut des roulements apparaissent au moment où l'usure avance. Beaucoup plus d'harmonies apparaissent et le nombre de bandes latérales augmente autour de la fréquence naturelle et des composantes de roulement. L'ultrason augmente aussi. L'usure est maintenant visible et peut s'entendre sur le périphérique du roulement, surtout si les bandes latérales bien définies accompagnent les harmoniques de fréquence de défaut. Encore, je sais que certains mots pour vous autres, ça peut être ambigu, comme les bandes latérales, mais c'est comme c'est juste un sujet plus avancé pour le monde qui a plus d'expérience. Quand on voit ça, c'est remplacer le roulant maintenant. Donc, on ne le fait pas à 1 et 2, on laisse aller, à 3, on le fait. Si on peut attendre à 4, il y a plusieurs points, bon, pas quand même, avant que le roulement tombe en morceaux. Là, avec la fin, les harmoniques, une fois après, sont présentes. Elles augmentent et sont accompagnées de plusieurs harmoniques de vitesse de rotation. Les fréquences de défaut commencent à disparaître parce qu'il n'y a plus de géométrie qui reste à roulement. Okay? Au début, une géométrie qu'on peut calculer les fréquences de défaut, mais quand le roulement devient de plus en plus magané, c'est sûr et certain que la géométrie disparaît et donc les fréquences disparaissent aussi. De plus, les azotes diminuent, puis jusqu'à temps qu'il y ait un prix, l'ultrason augmente énormément.
Avant qu'il pète, ça bang, ça pète. Donc, on a des calculs d'approximation, comme par exemple, si on peut peut-être pas prendre nombre de big exporteurs, fois le test, plus ou moins ratio. Ça, c'est des affaires qu'on peut, si on n'a pas de base de données de terrain, de calculer en mi-temps. OK? Disons que ça, c'est un roulement. D'accord? Un diamètre là, ainsi de suite. Il y a un ratio entre ça, puis le il y a une cause alpha. Le cause alpha, c'est normalement ça. Mais ça, c'est le calcul qui est, c'est pas d'autre façon de le calculer. Parce que normalement, il faut le faire comme ça. Ça, c'est le calcul plus exact. Et là, on peut voir le BPFI, il y a du sorte de calcul mathématique beaucoup plus avancé. Mais heureusement pour nous autres, tous ces calculs-là, il ne faut pas qu'on les fasse parce que toutes ces fréquences-là ont été déjà calculées et sont dans une base de données. Et donc, tout ce qu'il s'agit de faire pour retrouver ça, c'est ouvrir la base de données et la mettre dedans. Il faut maintenant choisir le capteur qu'on va utiliser pour détecter les roulements. Les contacts et air portée sont verts. Par exemple, ça, c'est un contact. Ça, c'est un contact. Ça, c'est air portée. Ça, c'est portée. Ça, c'est l'accéléromètre. Ça, c'est un capteur d'ultrason. Ça, c'est une antenne parabolique pour l'ultrason. Et ça ici, c'est un capteur flexible qui a un microphone au bout pour l'ultrason aussi. Donc, certaines applications sont difficiles à atteindre avec un capteur de contact. Donc, on va utiliser ces choses-là ici. Parfois, toutes ces choses-là sont air portée, dépendant de la situation. Plus souvent que n'importe quoi d'autre, on prend l'accéléromètre et le capteur ultrason pour faire. Mais quand on n'a pas le choix, on utilise ces deux autres capteurs-là. Voici le setup dans notre logiciel de UAS3. On choisit le capteur. Voilà. On dit combien de fois qu'on le prend par mois, une fois par mois. Combien de temps qu'on prend la réquisition. Et voilà, on peut choisir le roulement. On pèse sur le bouton ici. Ça nous amène un affichage là, où on met le numéro de roulement. Là, on peut prendre le NTM, l'SKF, ou que ce soit le manufacturé, on choisit. Ben, quand on a choisi le roulement comme tel, on le fait apparaître sur le spectracle. Voici un problème de roulement à BPFI qu'on voit ici, là. OK? Et on peut voir que toutes les lignes concordent avec les pics qu'on voit sur le spectracle. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est mettre la vitesse de rotation ici, aller chercher la fréquence dans l'onglet-là et faire apparaître automatiquement. Si tout apparaît également comme ça, c'est sûr que certain, on a un problème de roulement. On peut aussi voir ça dans la forme temporelle. Là, tous les impacts encore concordent avec l'espacement des curseurs sur le graphique. Donc, le logiciel de UAS3 est maintenant compris avec une base de données de roulement. Donc, vous pouvez faire vos analyses de roulement avec le logiciel aussi. On va changer d'entrée. Vous ne pourrez pas m'entendre pour quelques secondes. Je vais pouvoir entendre la différence de l'ultrason sur la structure et l'ultrason sur l'aéroportée. J'espère que tout le monde a entendu ça. Claude, tu l'as entendu? Parfait, merci. On continue. Après ça, ça a apporté le parti de roulement. On va faire un autre pour que tout le monde l'entende une autre fois. Donc, c'est notre aéroportique. Donc, on peut trouver le roulement d'une façon ou d'une autre. Là, qu'est-ce qui est spécial pour l'illustration? On peut trouver les roulements à très basse vitesse, tandis que la vibration ne peut pas le faire parce que, simplement dit, pour que la vibration paraisse, il faut qu'il y ait une certaine force centrifuge. Donc, si ça ne tourne pas vite, il n'y a pas beaucoup de force centrifuge. Un exemple de ça, c'est supposons que moi, je prendrais un corde et je mettrais une roche au bout.
Pour ça, je tournerai la corde. Le plus vite que je tournerai la corde, plus qu'il y aurait de force sur mon poignet. Le plus lentement que je tourne la corde, moins qu'il y a de force sur mon poignet. Donc, quand je tourne pas vite, il n'y a pas beaucoup de force sur mon poignet. C'est la même chose pour la vibration. Donc, à basse vitesse, je ne peux pas vraiment avoir quelque chose qui va apparaître à la vibration et à passer de force centrifuge. Donc, on se fie plus à l'ultrason. Exemple. Roulement à basse vitesse, considéré comme difficile par beaucoup dans le monde des vibrations, nécessite un traitement spécial en termes d'utilisation du capteur et de temps d'acquisition. Le frottement, les défauts au stade précoce et même les fréquences de dépôt sont encore détectables par ultrason. D'accord? Comme vous avez vu, moi, j'ai mis 25 secondes dans ma lecture préalable. Le map, ça tournait à 37 RPM pour mon BPFI, ce que j'avais montré. Donc, dans la situation ici, où j'ai un roulement de pala, vous voyez, un pala, ça a 30 secondes de déplacement en montant, en descendant. En vibration, ça prendrait au moins 2-3 minutes pour la lecture. Je n'ai pas 2-3 minutes, j'ai 30 secondes. Donc, comment est-ce que je fais pour détecter si j'ai un problème sur quelque chose qui ne tombe pas bien? C'est simplement en le faisant de l'autre façon. Maintenant, vous voyez l'impact, là, j'ai pris comme 15 et 22 secondes. On voit clairement les impacts à long temporel. Donc, si je vous fais jouer ça, vous allez entendre aussi. Comme on ne vient plus l'entendre, on peut clairement voir l'impact et aussi on peut voir que, regardez, sur le modèle en lumière, les mécanismes à l'intérieur. Donc, à 14 RPM, je peux pogner un roulement. On peut ça, un BPP à 173 CPM au 2.8 Hz. Pourquoi je veux ça à 36 à 40 kHz? Si vous rappelez mon capteur a une fréquence naturelle de 40 kHz. N'importe quel impact, le plus minime possible, je vais être capable de l'entendre avec mon capteur ultrason. Parce que notre système, c'est un système qu'on avait tuné à la fréquence de 40 kHz. Donc, on amplifie tout. Que ce soit une petite égratignure de rien, on va l'entendre ultrason. Un autre exemple, ça, sur un convoyeur. J'ai mon capteur ultrasonique là, j'ai des roulements là, puis je peux les détecter comme ça. Ça tombe pas bien, ça, c'est à 238 RPM. Ça a été fait à un de mes amis. Il y avait un SKF 5304, il a eu ses fréquences de détection. Il a pogné son onde temporelle de duration. On peut clairement voir tous les impacts dans le signal et on peut clairement voir le problème ici. Tous les impacts qu'on voit encore. Donc, la base de données nous aide toutes les fois parce qu'on veut être capable de se dire sûr et certain que j'ai un problème de roulement, je ne vais pas changer pour rien. Nous n'avons pas seulement le 340 pour prendre les lectures d'ultrasons. On a aussi un autre nouveau système qui s'appelle le Vigilant. Le Vigilant, c'est un moniteur en permanence qu'on laisse sur une machine critique, une machine qu'on veut mesurer à cause qu'il y a un problème. Ça va être capable de prendre la vibration et l'ultrason simultanément sur nos machines. Exemple. Ça, c'est le Vigilant dans une boîte. Les capteurs ultrasoniques ou accéléromètres sont branchés dedans parce que ça prend les deux types de capteurs. Ça va sur l'Ethernet ou sur le Wi-Fi ou même sur un cellulaire. Et on peut prendre les données, les envoyer comme on veut, à travers le réseau interne de l'usine, à travers le Wi-Fi de l'usine, ou, si ça prend pas longtemps, il y a un SIM à l'intérieur de ça que tu mets sur le cellulaire. Donc, tu pourrais même voir tes lectures directement de la maison. On voit les capteurs qui sont installés ici aussi. Et finalement, on a le 346 qui nous montre un impact. Donc, ça, c'est les outils du diagnostic qu'on va utiliser pour les prochains cas historiques qu'on a dans la présentation. Premièrement, moi, j'ai ici dans une papeterie le côté opérateur. Vous voyez, il y a deux roulements là-dessus, là. Il y a eu un problème avec ça. Quand les autres ils ont enlevé, sur les papiers comme ça, il y a une espèce de couche par-dessus le rouleau. Pour enlever les rouleaux de temps en temps dans la presse, pour changer le couvert parce qu'ils s'usent avec le temps. Quand ils ont fait ça avec cette machine-là, il y avait un moteur hydraulique qui ne fonctionnait pas. Donc, quand ça montait, ça dansait, c'est bang! Donc, les nouveaux rouleaux, à cause d'un problème mécanique, quand on s'est mis dessus, ça fait un gros impact. Donc, il a fallu les autres qui enlèvent les nouveaux rouleaux qui viennent juste d'être tout refaits et remettre les vieux rouleaux dessus. Mais là, il y avait peur que le rouleau ne pas tarder jusqu'au prochain arrêt. Quand ils nous ont demandé à nous autres de les suivre, on a mis un instrument qui s'appelle le 340. OK? Le vigilant. Là, voici le côté entraîné. Comment on sait ce côté entraîné? Voyez-vous ça ici? Hein?
C'est des gros shafts, ça. C'est des shafts qui tournent des rouleaux. Des gros arbres. En regardant ça, on a des moteurs électriques des deux côtés. Ça, c'est en train de. Donc, nous autres, on a pris le vigilant et le 340 et on a pris la lecture pour le suivre. Là, avec le 340 vigilant, on voit clairement sur le temporel encore les impacts. Clic, 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 ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça ici, c'est toutes les données qu'on prenait régulièrement avec. D'accord? Donc, on a commencé à le suivre. En suivant, on prenait aussi le spectral sur le vigilant. Ça, c'est encore des microvolts. On peut voir encore, on voit les fréquences. D'accord? Bon, on le laisse aller. Ça rempire. On voit que les pics, ça devient de plus en plus évident. On en laisse aller. On n'a pas bien le choix. Il faut que ça dure jusqu'au prochain arrêt. On voit ici, ça c'est en accélération. Voyez-vous là? C'est du DG. Donc, ça, c'est de la vibration. Ça, c'est la vélocité ici. On va voir ici. Là, la vélocité ne montre pas grand-chose comme tel, mais c'est même très bas. Pour ceux qui savent c'est quoi la vélocité, c'est 4,68 à moins 5. Donc, c'est 0,04. 0,04. Donc, l'amplitude, ce roulement en vélocité, on ne peut pas juger la condition de roulement en vélocité à cause d'amplitude parce que ça marche à tout. Comme j'ai dit, ça ne tourne pas assez vite. Disons, ça ne tourne pas assez vite. Ça tourne à 150 RPM, je pense, si je me rappelle bien. Il ne génère pas de vibration. Il faut se fier à quelque chose d'autre pour nous donner la condition du roulement. Là, on voit le rouleau super côté entraîné avec le 340. Là, je vais vous faire entendre encore le son. Là, c'était pas très évident qu'il y avait un problème. Ça faisait c'était pas un beau tic, 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 tic comme on avait avant. Ça, c'est le début, là. Donc là, on suit plus au spectral pour nous dire la condition. On fait le suivi. Voyez-vous la vitesse 1164, là? Ça regarde la défaillance du rayon, le BPFO qu'on appelle. D'accord? Pour ça, j'ai des harmoniques. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ainsi de suite. D'accord? On continue à suivre le roulement. Là, il continue. Là, je suis là. Il commence à s'empirer, ça s'étale plus haut, ça s'étale plus haut. Là, on voit la vitesse de rotation, c'est 150 RPM. On a choisi le roulement, c'est le bearing SKA 2354. On a mis le BPF là, c'est le BPFO, on voit les fréquences harmoniques. Tout concorde pas vraiment à BPFO. On le suit encore. Parce que, comme j'ai dit, il faut qu'on se rende jusqu'au prochain arrêt. Là, on peut le voir aussi comme impact, temps long temporel. Et on peut encore mettre le curseur BPFO. Puis là, on est sûr et certain que la cage externe est un problème. On a toute l'évidence, toute l'évidence est là. On n'est pas plus tête. Il faut simplement se rendre là. On suit, on s'assure qu'il est bien lubrifié et tout ça. Après ça sort le vigilant. On continue à prendre les lectures, voir les impacts sans se remplir encore, et ainsi de suite. Là, on le voit ici. Ça, c'est des microvolts. C'est des modulations de façon. On voit les BPFO encore qui apparaissent de plus en plus. On suit encore. Vous voyez, là, on est rendu ici. Ça, c'est l'échelle de temps qu'on prend les données. Chaque fois qu'il y a un petit verre là, c'est une autre donnée qu'on a pris. On peut aller n'importe où là-dessus pour voir les données. Ainsi de suite. Encore, ça ici, on voit ça, c'est des G. Donc, ces G, c'était encore ça, c'est la vibration. Ça commence à augmenter la vibration aussi. Là, on voit ici en vélocité, là, des 8,78, avant c'était 0,4, ça a monté un petit peu. Okay, ça a monté. Là, on voit, là, les pics sortent en vélocité. C'est pas bon quand ça sort en vélocité. Là, ça veut dire qu'il y a un problème. La règle majeure, c'est qu'on le détecte en démodulation, en ultrason, mais le moment que ça sort en vélo, en vélocité, il faut que tu fasses quelque chose. Ça devient vraiment sévère. Là, on va écouter comment il est rendu, là, quand il est rendu à vélocité. On ne peut plus entendre clairement les impacts en ultrason. Ça, c'est la beauté de l'ultrason, ça ramène toutes les hautes fréquences. On a travers un phénomène qui s'appelle l'introdinage. Et l'introdinage, on est capable d'écouter après. Ça, c'est pour ça que l'ultrason, c'est le fun. On peut entendre tous les impacts à cause du phénomène introdinage.
Tandis qu'avec la vibration, c'est de la démodulation. Le phénomène mathématique n'est pas pareil. Là, on voit clairement les impacts, bang, 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 bang. Là, c'est pas compliqué, il y a un problème. Là, pour voir la tête à Papineau pour faire voir ça, c'est vraiment évident que le roulement a un problème. C'est parfaitement concret. Encore la forme d'onde, impact parfaitement distancé pour le BPFO sur le bearing. Là, c'est ça, c'est sous le vigilant, où je peux faire une tendance de la vibration et l'ultrason simultanément. Donc, si je vais voir l'évolution du problème ou bien en vibration, ultrason, c'est facile à faire. Donc, j'ai deux méthodes de visualisation. Donc, je peux voir la sévérité en vibration et je peux voir l'intensité en ultrason. Donc, on a toute cette énergie pour nous aider pour faire les analyses. Encore, on fera ça, on regarde les axes tangés. Donc, ça grossit encore. Ainsi de suite, encore le spectre. Ainsi de suite. Donc, c'est ça l'analyse de vibration de l'ultrason, c'est l'analyse de signal. Je vous montre deux affaires comme je vous montre au début. C'est long temporel et spectral, les deux outils principaux qu'on utilise pour faire des analyses en vibration et en ultrason. Maintenant, on va regarder les problèmes de boîte de vitesse, boîte d'engrenage. La plupart des usines ont des boîtes d'engrenage. Qu'est-ce qui peut mal tourner sur une boîte d'engrenage qui génère de la friction, de la turbulence et des chocs? Il n'est pas l'instrument du recteur à prouver un point. Moi, je n'aborde pas ça dans cette présentation-là, mais il y a une chose unique pour l'ultrason, c'est qu'on peut facilement vérifier la condition de nos accouplements avec l'ultrason. Qu'est-ce qui peut bien aller sur une boîte de vitesse? Les dents sont usées, l'engrenage est mal aligné, les dents sont débréchées ou cassées, les roues dentées excentrées produisant un ou plusieurs points hauts, les roulements sont mal graissés, le roulement mal alimenté en huile, frottement élevé des dents, poulie ou roulement mal aligné sur les arbres d'entrée et de sortie du réducteur, pompe à huile qui cavite, filtre à huile qui bloque. Donc, il y a toutes sortes de problèmes qui peuvent arriver sur une boîte d'engrenage. Il faut être capable de tout les diagnostiquer et on peut le faire avec la vibration et l'ultrason. Au plan de lecture, essayez de regarder ce peu d'impédance spécifique. Je sais que la plupart d'entre vous n'avez pas pris le cours de façon niveau 1, donc j'ai mis une explication sur ce que je veux dire. Lorsqu'une onde sonore se déplaçant dans une émission atteint une limite avec un autre médium. Donc, j'ai un zone, j'ai un rouleau, et puis j'ai un bague externe, pour ça j'ai un autre. Chaque fois qu'il y a une interface de métal, que le signal va passer à travers, il y a une réflexion. Donc, le signal va diminuer chaque fois qu'il y a une interface. Donc, le plus loin que le capteur est du roulement, le moins haut que le signal va être. Donc, quand on met notre capteur à quelque part, il faut s'assurer qu'il soit le plus proche possible du roulement pour avoir le signal de la meilleure qualité possible. Une lecture sur chaque logement du roulement si possible et besoin d'avoir des pensées sur vitesse. Donc, comme vous avez, sans la vitesse, je ne peux pas calculer les fréquences d'inférence. Donc, c'est très important pour effectuer des analyses sur les roulements ou sur la boîte d'engrenage. Dans la boîte d'engrenage, il faut que j'ai le nombre de temps, il faut que j'ai le type d'engrenage, les vitesses de rotation, les ratios, tout ça. Donc, voici le problème de boîte d'engrenage. Je vais vous faire jouer le bruit. C'est loin d'être vivant qu'il y a un problème. Ça, c'est un beau chut. Là, moi, je regarderais ça, mais j'entends rien, il n'y a pas de problème. Mais, si je regarde mon spectral, moi aussi, regardez ça, j'ai une fois, deux fois, trois fois, quatre fois la fréquence d'engrenage. Donc, évidemment, il y a un problème. D'accord? Les harmoniques de la fréquence des engrenages et le nombre de dents pour la vitesse de rotation. On voit ici. Et finalement, quand ils ont regardé la boîte d'engrenage, bang! On voit ici, les dommages aux dents. On a trouvé un ultrason. Puis, il n'y avait pas de bruit bizarre, mais avec le spectral, on a pu le détecter. Ça, c'est l'engrenage d'une éolienne. On appelle ça de planétaire, planétaire. Vous voyez qu'il y a plein de gars là-dedans, parce que là, l'éolienne, là, ça tourne par c'est 16 RPM. À part ça, là, ça assez vite parce que ça tourne une génératrice.
OK? Donc, il faut au moins que la génératrice, elle tourne à cette vitesse pour faire Hydro-Québec sur 100 Hz, par exemple. 3600 RPM. Il ne faut pas dire que la génératrice va être à 3600 à sortir ici, ça dépend du ratio et tout ça. Mais quoi qu'il en soit, il faut monter la vitesse autant que possible. D'ailleurs, Yann, elle tourne là, là, tu as ta roue, tu as ça, toutes tes interfaces, tu as ta boîte d'engrenage et tout ça. Donc, il faut être capable de détecter des problèmes sur les engrenages et les roulements dans la boîte d'engrenage et aussi sur le roulement de l'éolienne comme tel. L'impact dans l'onde temporelle, on le voit tout de suite. Ding, ding, ding. La distance aussi est assez haute. Là. Ding, ding, ding. On ne voit pas grand-chose encore, mais là, on commence à faire des calculs mathématiques. On voit que c'est la vitesse de celui-là. On regarde ça, il y a des petits impacts qui commencent à se propager. On fait un delta T qu'on appelle pour voir la distance entre les impacts. Et évidemment, une confirmation de problème. Encore trouvé avec l'ultrason. On va regarder les problèmes de pompe. Les problèmes de quoi, c'est les problèmes, c'est les pompes, les roulants, l'alignement, les cils, les sauts en français, la cavitation, jeu mécanique et vannes d'aspiration de décharge. D'accord? Donc, la cavitation, c'est un grand tueur, souvent causé par les opérateurs. Okay? Détecte les premiers stades bien avant la cassette. On ne veut pas que notre impulseur se rende comme ça. C'est ça que la cavitation a fait. Ça détruit l'impulseur. Ça tue vraiment les impulseurs de la cavitation. Ça, c'est un bel exemple de ce que ça peut faire. Ça arrive plus souvent que pensé. Okay? Là, on va faire le causé par implosion des bulles de vapeur dans le liquide. Implosion de l'hélice enlève le matériau sur la surface. L'ultrason entend les bulles éclater. On va faire maintenant le son. Là, vous avez pu entendre des petits clic, 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 clic dans le son sonore. Moi, je peux pas. D'habitude, quand je fais mes lectures, je prends au moins 25-30 secondes pour un cran plus long. Mais celle-là n'était pas très long. Ouais, et les valves. Toutes les valves là, sur la pompe, c'est bien souvent que ces valves ne sont pas bien ouvertes ou fermées. Inspection de la pompe, mais pas les valves. Les réglages lumineux sur les valves peuvent avoir des effets majeurs sur la pompe. Vérifiez également le passage des clapets anti-retour pour faire tourner la pompe de sur dans. Bien souvent, là, les opérateurs vont changer la vitesse, ou sur le stress, et puis ou pas les bonnes valves, et ainsi de suite. Ça peut causer un gros problème dans le procédé. D'accord? Donc, même les valves peuvent avoir de la cavitation dedans aussi. Donc, on peut vérifier ça avec l'ultrason aussi. Je vais vous donner un exemple de ça dans quelques secondes. Là, c'est une petite vidéo qui est en anglais. Malheureusement, il n'y a pas en français. J'espère que ça va être correct pour tout le monde. Metal erosion is a costly problem. It attacks pumps, valves, piping, and other expensive equipment. No matter what type of liquid is being used, there's always the risk of damage from flashing and cavitation. Wherever there's a restriction in flow, the decrease in pressure can cause a fluid to reach its vapor point. Flashing occurs when the fluid vaporizes and remains a vapor. Metal erosion caused by flashing appears smooth and shiny. Cavitation occurs when the fluid vaporizes, then returns to a liquid state as the pressure increases downline. The metal damage caused by cavitation is rough and irregular due to pitting of the surface. Cavitation is a major source of damage in control valves and other components. Cavitation occurs as a liquid passes through a restriction, such as a valve. The restriction causes the liquid's velocity to increase and its pressure to decrease. The point of maximum velocity and minimum pressure is called the vena contracta. Vapor bubbles form in the liquid when the pressure falls to near the level of the liquid's vapor pressure. When the pressure recovers downstream, the vapor bubbles implode and return to liquid form. After the initial bubble formation and collapse, the bubble may reform and collapse a second time. Liquid microjets form when the recovering pressure makes an indentation in a bubble. Then the microjet bursts through the bubble. These implosions can also cause local pressure waves of up to 100,000 pounds per square inch. The combination of pressure waves and microjets
can cause severe damage to the valve plug, seat, and body when they're located near the material surface. Cavitation can also cause unacceptable noise and vibration that reduce efficiency or lead to loss of process control. Even though cavitation occurs, it doesn't always cause damage. The extent of cavitation damage is affected by the following factors: the intensity of the cavitation. Greater drops in pressure increase the potential for damage. The materials used in the construction of the area where the cavitation occurs. Hardened materials reduce damage. The length of exposure to cavitation. The more frequently that cavitation occurs in an area, the more likely it is to sustain damage. Valve size. Increasing the valve size tends to make the effects of cavitation worse. The design of the valve and trim in the area of cavitation. High recovery ball and butterfly valves are more susceptible to cavitation damage. If there is leakage occurring when a valve is closed. Fluid leakage moves fluid from a high pressure area to a low pressure area, which results in cavitation and potential damage. Cavitation damage can be reduced by altering or accommodating any of these factors. Cavitation damage can often be reduced or prevented. La vidéo de Fisher, mais vous voyez que la cavitation produit plusieurs problèmes dans une valve. Donc, avec l'ultrason, on va prendre une lecture avant et après la valve pour déterminer s'il y a un problème de cavitation directement sur le corps de la valve. Donc, je vais vous donner un exemple réel de qu'est-ce que les designers de valves font pour éviter la cavitation, mais il faut quand même toujours être avoir dans l'esprit que ça arrive souvent et prendre les mesures dessus. Moi, je n'ai pas vu plusieurs places qui font des programmes de la maintenance pour vérifier le valve. On va continuer. Là, on parlait de nacelle encore sur de belles choses qu'on fait pour l'alimentation. Tu as ton pairing principal, ton gearbox, tu m'as vu, tu as une génératrice, ainsi de suite. On prend les lectures de dB ou d'ultrasons sur toute la machine. Ça apparaît comme ça dans la partie du système. On peut voir où c'est haut, où c'est pas haut, ainsi de suite. C'est vite à voir, c'est en couleur et toutes ces belles choses-là. On va voir aussi, là, excusez pour la photo, c'est ça que j'avais, les impacts directement sur la machine comme telle, sur le règlement de la gear planétaire comme prévu qu'on pensait avoir. Là, on voit les impacts. On va faire attention à celui-là. J'espère que tout le monde a entendu ça, mais c'était pas mal clair qu'il y a un problème. Okay. Encore, là, on voit quand on a graissé le roulement, on a 20 dB, la machine était down, puis après, on a graissé des 10 dB. Donc, encore, c'est très, très important de vérifier l'ultrason pour déterminer s'il y a un problème de graissage ou de lubrification dans tout le roulement, dans la machine, quoi qu'il en soit. Encore, une analyse approfondie pour les problèmes de roulement. On met des fréquences bearing dedans, support, BPFO, tout ça. On voit les fréquences, la cage externe est 13 fois, 6 fois pour les vitesses de rotation. Ça tourne à 16 RPM. 16 fois ça, ainsi de suite. Puis bang, une ultrason, on le voit bang, 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 des pots, puis clic. Donc, encore, je vous montre là un exemple d'ultrason que ça peut faire pour les basses vitesses. Merci d'avoir participé à notre webinaire. Ça fait ma conclusion pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Il y a beaucoup d'informations là-dessus. Je sais que certaines choses sont un peu plus compliquées que les autres, mais je vais laisser la parole à M. Boudreau. Bien, merci beaucoup, Gilles. S'il y en a qui ont des questions, c'est encore le temps de poser vos questions là, via le chat. Moi, je vais me faire un plaisir de passer des questions à Gilles. Là, il faut profiter de son temps parce qu'on est chanceux de l'avoir avec nous parce que comme vous avez pu remarquer durant la présentation, il y a beaucoup d'expérience. Il comprend les signaux. Moi, je me souviens d'avoir été avec lui dans une usine, puis on était sur un moteur,
puis il a localisé justement un problème d'une valve simplement dû aux fréquences bizarroïdes qu'il avait trouvées en faisant ces mesures d'ultrasons et de vibrations. Il y a réellement là, une très, très grande expertise et puis on est chanceux de l'avoir avec nous aujourd'hui. OK. Une des questions, parce qu'on parle beaucoup là, de l'ultrason, est-ce qu'il y a des moments où est-ce que la vibration est mieux que l'ultrason? Bien, par exemple, on ne peut pas balancer avec l'ultrason. Donc, on a besoin de la vibration, d'accord? Pour savoir si la sévérité est haute en vibration. Parce qu'à un certain point, on peut laisser aller quelque chose jusqu'à un certain moment. C'est à 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, à 0.35. La vibration est nécessaire pour savoir la sévérité de la vibration. L'ultrason nous donne d'autres indicateurs qui sont le roulement, la lubrification et tous autres problèmes électriques que la vibration fait. Donc, un complémente l'autre. Idéalement, on fait toutes les deux et notre instrument, le 340, fait toutes les deux. Merci beaucoup. Tantôt, tu parlais aussi de mesure de vitesse. Est-ce qu'on peut prendre n'importe quel tachymètre pour prendre la vitesse de rotation? Ou... Bien, sur le 340, il y a un tachymètre basé à l'interne, sur un laser. Il faut mettre un tape réfléchissant sur l'arbre comme tel pour prendre la vitesse. Mais moi, personnellement, je peux voir la vitesse pas du temps sur le spectre de vibration ou d'ultrason. Je peux déduire ces vitesses, mais pour avoir une vitesse précise, c'est mieux d'avoir un tachomètre. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il ne semble pas en avoir. Si jamais vous avez des questions qui vous viennent par la suite, vous pouvez toujours nous acheminer là, vos questions par courriel. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Au nom de toute l'équipe d'ITM Université, nous tenons à vous remercier d'avoir assisté à notre webinaire d'aujourd'hui. Nous espérons que vous avez trouvé instructif et utile. L'équipe d'ITM Instruments est disponible pour vous aider. Vous pouvez visiter notre site internet itm.com/fr si vous êtes en français pour trouver tout ce dont vous avez besoin. Grâce à itm.com, vous aurez accès à notre liste complète de produits. SDT ainsi que d'autres produits là, différents avec des descriptions et des spécifications. Vous trouverez également nos coordonnées afin de vous connecter avec un membre de notre équipe d'assistance technique. Nous pouvons répondre à toutes vos questions. À la fin de ce webinaire, nous avons un très court sondage. Nous aimerions que vous y répondiez. Vos commentaires nous aideront à nous améliorer et nous permettront de vous présenter d'autres sujets intéressants. Nous avons des webinaires à venir en cours des prochaines semaines et des mois. Visitez la section de formation sur le site de itm.com pour voir le calendrier complet. N'oubliez pas que pour vous remercier d'avoir participé à notre webinaire d'aujourd'hui, votre nom sera inscrit au tirage pour gagner 100 $ pour votre prochaine commande en ligne. Le gagnant sera annoncé sur nos médias sociaux. Assurez-vous de vérifier. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre journée avec votre participation. Gilles, merci encore de nous avoir donné cette belle conférence aujourd'hui et on vous souhaite de passer une belle fin de journée. Bonjour tout le monde.